Juste en introduction, cette diapositive que probablement vous n'arrivez pas à lire de loin, juste qui est en fait la synthèse des différentes recommandations de traitement des différentes sociétés savantes, y compris les recommandations de l'OMS de traitement de la tuberculose chez l'enfant comme chez l'adulte, indépendamment de l'infection à VIH, juste pour vous rappeler donc que la tuberculose, en tout cas dans sa forme pulmonaire, donc c'est 6 mois de traitement comme vous savez tous, avec la nuance qui est valable d'un pays à l'autre dans la salle, de savoir si les 2 premiers mois comportent une quadrite ou une trithérapie, en fonction, la quadrithérapie étant recommandée dans tous les pays où la prévalence du VIH ou la prévalence de la tuberculose multirésistante est forte. À ce moment-là, tous les patients reçoivent une quadrithérapie. Dans les pays à faible endémie de VIH ou à faible endémie de tuberculose multirésistante, une trithérapie est donnée les 3 premiers mois. Pour se concentrer maintenant sur les co-infections tuberculose-VIH, donc évidemment, comme vous savez, l'un des soucis majeurs est les interactions médicamenteuses. Il y a peu d'interactions entre les inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase et les antituberculeux. En réalité, l'AZT et la rifampicine interagissent l'un avec l'autre avec une diminution des concentrations d'AZT dont, à vrai dire, il n'y a pas on ne sait pas très bien s'il y a une corrélation clinique, mais c'est la seule interaction significative. La principale interaction, elle est entre les antituberculeux et le 3e agent, c'est-à-dire ou les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase ou les antiprotéases. Alors pour ce qui est des inhibiteurs non nucléosidiques, il y a bien sûr un problème majeur d'interaction entre la rifampicine et les 2 molécules que vous avez couramment à votre disposition, que sont la névirapine et l'efavirenz. La rifampicine induisant une baisse de la concentration plasmatique de ces 2 molécules, probablement une baisse encore plus importante avec la névirapine qu'avec l'efavirenz. Dans les pays où c'est accessible, comme dans les pays du Nord, on sait que quand on a la possibilité de remplacer la rifampicine par son cousin, la rifabutine, on a également des interactions, mais moins d'interactions, donc ça facilite l'utilisation et la gestion de cette double traitement antituberculeux et antirétroviraux. Je vous ai sélectionné juste une étude de comparaison névirapine versus efavirenz chez le patient co-infecté VIH tuberculose, qui est une étude qui a déjà quelques années, puisqu'elle a été publiée il y a 3 ans, donc qui était donc un essai clinique qui, en Thaïlande, comparait une première ligne de DKT 3TC névirapine, avec la névirapine donc en 2 fois par jour, et une première ligne de DKT 3TC efavirenz, cette fois l'efavirenz évidemment en 1 fois par jour, chez des patients tuberculeux qui étaient traités par rifampicine. Et l'objectif était de comparer le succès virologique pour le VIH après 48 semaines de traitement. Ce qu'on s'apercevait dans cette étude, ça c'est l'évolution des CD4 au cours du traitement, c'est qu'on a l'impression que efavirenz, qui est la courbe en fait du haut, fait un tout petit peu mieux. À vrai dire, cette différence n'était pas significative, donc au niveau des interactions. Par contre, quand on regardait les patients qui étaient en échec de traitement, eh bien là par contre, il y avait une différence significative dans la variabilité des taux plasmatiques de névirapine par rapport à l'efavirenz. En résumé, chez les patients qui étaient sous névirapine, il y avait une grande variabilité d'un patient à l'autre des taux plasmatiques de névirapine, qui faisait que dans ce bras-là, il y avait donc plus d'échecs parce que des interactions assez imprévisibles d'un patient à l'autre de la rifampicine sur la névirapine. Donc probablement une supériorité qui a été démontrée, qui a été répétée dans d'autres essais ultérieurs de l'efavirenz sur la névirapine dans ces questions de co-infection. Pour ce qui est des antiprotéases, la rifampicine étant inducteur enzymatique, elle est contre-indiquée avec l'ensemble des antiprotéases non boostées. Donc, quelle que soit l'antiprotéase, que ce soit l'opinavir, la tazanavir, le nelfinavir, sans ritonavir, pas de rifampicine, parce qu'il y a une diminution très importante du taux plasmatique des antiprotéases liées à la co-administration de la rifampicine. S'il n'y a pas d'alternative, ou en fonction du contexte, il est possible d'utiliser des antiprotéases avec la rifampicine, à condition que ces antiprotéases soient boostées, et sous réserve d'augmenter la posologie de l'antiprotéase. Là aussi, quand c'est disponible, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'utiliser là aussi la rifabutine que la rifampicine, qui est un inducteur beaucoup moins puissant et qui donne beaucoup moins d'interactions avec les antiprotéases. Mais
il faut retenir comme message principal que bien sûr, rifampicine et antiprotéase boostée, l'association est possible à condition de savoir la manier. Ça aussi, donc c'est les interactions induites par la rifampicine avec les principales classes d'antirétroviraux, et on voit que pour ce qui est du lopinavir, qui est l'antiprotéase qui vous concerne le plus, quand on utilise rifampicine avec lopinavir et ritonavir, donc avec le Kaletra, il y a une diminution de 75% du taux plasmatique de lopinavir. Ce qui veut dire que si on veut utiliser ces deux molécules, il faut absolument augmenter. Alors, on a le choix, à vrai dire, ou on augmente la dose de Kaletra, c'est-à-dire, à vrai dire, il faut donner 2 fois plus de Kaletra, ou on donne la même dose de Kaletra en augmentant la dose de ritonavir, c'est-à-dire en mettant donc, les enfants, ou les adultes d'ailleurs, sous Kaletra plus ritonavir, pour qu'ils se retrouvent avec la même quantité de lopinavir que de ritonavir. La deuxième partie donc de mon exposé va être sur les moments idéaux de début de traitement quand on doit débuter en même temps un traitement contre la tuberculose et un traitement antirétroviral. Donc 2 options un peu schématiques, où on commence en même temps. Alors le principal avantage, ça on le sait, c'est que commencer en même temps le traitement chez les patients très immunodéprimés, en gros pour les adultes qui correspondent à un taux de CD4 inférieur à 50, il y a significativement moins de risque de progression de la maladie à VIH et moins de risque de décès lié au VIH si d'emblée on commence le traitement antituberculeux et le traitement antirétroviral. Les inconvénients par contre sont multiples, puisqu'on cumule les effets secondaires en même temps de toutes ces molécules, donc au moins 3 ou 4 médicaments antimycobactériens plus 3 antirétroviraux, donc 7 médicaments, un grand nombre de médicaments et donc un grand nombre d'interactions pharmacologiques, et un risque, et ça je vais revenir dessus, d'IRIS, donc l'acronyme anglais de syndrome de reconstitution immunitaire inappropriée, qui intervient quand on commence en même temps les 2 traitements. L'autre option étant donc un traitement antituberculeux immédiat, l'urgence c'est la tuberculose, et on commence de façon différée, on va voir dans quel délai on commence de façon différée le traitement antirétroviral, et donc là on se retrouve avec les avantages et les inconvénients inverses. Donc les avantages sont évidemment moins d'effets secondaires, moins d'interactions médicamenteuses, moins de médicaments en même temps pour l'enfant, moins de syndrome de reconstitution immunitaire. L'inconvénient, c'est qu'on prend un risque pendant ce temps-là que l'infection à VIH n'est pas traitée, que la maladie VIH progresse et que le patient décède, et en particulier quand il est très immunodéprimé. Les critères de IRIS, donc syndrome de reconstitution immunitaire inappropriée, ils ont été redéfinis et clarifiés. Je ne vais pas vous redétailler tous les critères, mais schématiquement, comme vous le savez, c'est l'apparition chez un patient co-infecté VIH tuberculose qui est traité pour la tuberculose depuis au moins 2 semaines d'une aggravation apparente de sa situation clinique qui liée en fait au fait qu'il se met à cause de son traitement, enfin grâce à son traitement antirétroviraux à avoir plus de défense immunitaire et donc à générer une réaction inflammatoire importante. Ce qui est très important dans ces critères d'IRIS, c'est que avant de retenir cette hypothèse diagnostique en cas d'aggravation de l'état clinique ou radiologique du patient, il est absolument indispensable d'avoir éliminé les diagnostics différentiels qui sont la survenue d'une autre infection opportuniste, puisque le patient il est très immunodéprimé, certes il fait une tuberculose, ça ne l'empêche pas de faire une pneumocystose pulmonaire ou une autre infection opportuniste, les problèmes de toxicité médicamenteuse ou l'observance, parce que s'il est peu observant à son traitement antituberculeux, il va s'aggraver, mais avant d'aller traiter l'IRIS avec des traitements immunosuppresseurs, il faut absolument avoir vérifié qu'il ne s'aggrave pas parce qu'en fait, il ne prend juste pas son traitement antimycobactérien. Ça, c'était un exemple d'IRIS un peu imagé. Donc, en haut à gauche, un patient qui est diagnostiqué donc avec, alors ça passe mieux à vrai dire sur l'ordinateur que sur l'écran, mais avec donc une infection à VIH révélée par une adénite tuberculeuse. Il est mis sous traitement des deux maladies en même temps, et puis il s'aggrave avec l'apparition de façon loco-régionale d'un très volumineux abcès qui est drainé, et donc une aggravation apparente. On lui fait une radio de thorax. La radio de thorax est quasiment normale au départ, au moment du diagnostic de l'infection à VIH. On le traite et on a l'impression qu'il s'aggrave. Enfin, il s'aggrave réellement cliniquement, mais malgré une compliance thérapeutique bonne. Donc ça, c'est le syndrome de reconstitution immunitaire inappropriée. Et donc, pour essayer de gérer au mieux ces délais d'introduction, est-ce qu'il faut commencer très tôt ou de façon différée? Et pour définir exactement ce qu'on appelle de façon différée, il y a 3 essais cliniques majeurs qui ont été faits chez les adultes et publiés
de façon simultanée en 2011. Le premier essai, donc, qui était l'essai Camélia de l'ANRS, fait au Cambodge, donc qui comparait chez des adultes, 661 adultes, qui avaient des CD4 inférieurs à 200, qui n'avaient jamais reçu d'antirétroviraux dans leur vie, et qui étaient mis sous première ligne DKT3TC et Favirenz, ou 2 semaines après, ou 8 semaines après l'instauration des antituberculeux. Tout le monde recevait le traitement antituberculeux immédiat, et puis la question c'était, qu'est-ce que ça change d'instaurer précocement ou tardivement les antituberculeux? Et on voit que significativement, dans le groupe qui instaure tardivement ces antirétroviraux, il y a plus de décès. C'est-à-dire que la maladie VIH progresse si on se donne trop de temps avant de commencer le traitement antirétroviral. Au niveau de ceux qui survivent, à vrai dire, ils récupèrent un chiffre de CD4 équivalent, mais le problème, c'est ceux qui meurent précocement parce qu'ils s'aggravent dans les toutes premières semaines à cause de leur maladie à VIH, malgré le traitement de la tuberculose. L'inconvénient, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dans le bras traité précocement, il y a significativement plus d'IRIS, plus de syndrome de reconstitution immunitaire inappropriée, donc plus d'IRIS qu'il va falloir gérer, qui n'impactent la plupart du temps pas sur la mortalité. Donc ce ne sont pas la grande majorité de ces effets secondaires, certes, avaient besoin d'être surveillés attentivement, mais n'avaient pas d'impact important sur la mortalité des patients. Par contre, effectivement, ça nécessite une surveillance très rapprochée. Le deuxième essai, qui a été exactement le même processus, des patients adultes avec des CD4 inférieurs à 500, qui étaient naïfs, une première ligne un tout petit peu différente qui était DDI, 3TC et Favirenz, qu'on commençait dans les 4 premières semaines après le traitement antituberculeux, ou dans les 4 semaines après la phase intensive, c'est-à-dire après les 2 premiers mois de tri- ou quadrithérapie. Et là, ce qu'on voyait, c'était assez intéressant et c'était l'apport de plus par rapport à l'étude précédente, c'est que chez les patients qui étaient relativement peu immunosupprimés, c'est-à-dire qu'il y avait plus que 50 CD4 lors du diagnostic de la co-infection, il n'y avait pas de différence très importante. Par contre, la différence en termes de mortalité, elle est particulièrement importante chez les patients très immunodéprimés au départ, et chez ceux-là, introduire trop tardivement le traitement antirétroviral induit une mortalité qui est beaucoup plus importante. Ça, je vais passer en fait le troisième essai, mais qui, à vrai dire, dit la même chose. Je les ai présentés, ils ont été faits en même temps, mais avec une première ligne qui était là aussi un peu différente, puisque les patients adultes traités par Truvada, enfin Tenofovir, FTC et Favirenz, là aussi immédiatement, enfin dans les moins de 2 semaines ou dans les 8 à 12 semaines, on obtenait exactement le même résultat, moins de mortalité dans ceux qui étaient traités précocement, et particulièrement vrai, moins de mortalité chez les très immunodéprimés quand le traitement était mis en place précocement. Ce qui veut dire, pour revenir aux recommandations OMS actuelles, chez l'enfant séropositif pour le VIH naïf de traitement, s'il y a une tuberculose, systématiquement, les antirétroviraux doivent être mis en place dans les 8 premières semaines. À mon sens, si c'est une tuberculose non grave, pas une méningite tuberculeuse, les 2 premières semaines seraient idéales. Quel type de traitement mettre en place? Alors, idéalement, s'il a plus de 3 ans, 2 inhibiteurs nucléosidiques, de la reverse transcriptase et de l'efavirenz. Le problème, c'est pour les moins de 3 ans, puisque, où il n'est pas recommandé l'efavirenz, et à ce moment-là, l'OMS recommande de la névirapine, ou éventuellement, enfin l'OMS ne fait pas de différence entre les deux. À titre personnel, j'ai une préférence pour 2 inhibiteurs nucléosidiques et la névirapine plutôt que 3 inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase. Et quand on diagnostique une tuberculose chez un enfant déjà traité par antirétroviraux pour une infection connue à VIH, à ce moment-là, s'il est traité par 2 inhibiteurs nucléosidiques et de la névirapine, il faut switcher par de l'efavirenz, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même moins d'interaction avec l'efavirenz, en tout cas s'il a plus de 3 ans. Si le switch est impossible parce qu'il est jeune, pour des raisons d'approvisionnement, etc., en tout cas, vérifiez absolument, certes l'observance, mais vérifiez les dosages de névirapine pour qu'ils soient, par rapport à sa croissance, de façon optimale, puisqu'on sait qu'on va avoir une diminution des concentrations circulantes de névirapine, donc vérifiez que les posologies sont optimales pour son poids et sa taille. Et s'il est sous Kaletra, au moment où on instaure le traitement antirétroviral, il est indispensable ou d'augmenter le Kaletra, en fait, ou de doubler le Kaletra, ou d'ajouter au Kaletra du ritonavir pour qu'il ait la même quantité de lopinavir et de ritonavir. Un mot pour le syndrome de reconstitution immunitaire inappropriée.
C'est un effet secondaire qui est fréquent à vrai dire au nord comme au sud. Le diagnostic est difficile, principalement compte tenu des diagnostics différentiels possibles. La prise en charge est complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à part dans les atteintes neurologiques, donc en fait, à part dans les méningites tuberculeuses ou les tuberculoses disséminées, c'est un effet secondaire qui peut être gênant en termes de fièvre, etc., mais qui est très rarement grave. La corticothérapie dans les formes graves, elle peut être utile, mais attention, la corticothérapie, elle est délétère si on s'est trompé de diagnostic et si on n'a pas éliminé auparavant une autre infection opportuniste responsable de l'aggravation du tableau clinique. Certes, je pense qu'en tout cas, il faut garder à l'esprit que l'iris arrive, puisque l'iris arrive souvent, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de l'iris et on a tout à gagner, en particulier chez les patients très immunodéprimés, à commencer relativement précocement, passer 2 semaines de traitement, le traitement antirétroviral. 2 figures pour conclure, pour dire que certes, la gestion est compliquée sur le plan thérapeutique de la co-infection VIH-tuberculose. Si on remet les choses dans leur contexte, à vrai dire, le principal problème, à mon sens en tout cas, de la tuberculose chez les patients séropositifs, c'est le diagnostic, le dépistage de l'infection à VIH chez l'ensemble des patients tuberculeux. Ça, c'est la carte de l'OMS en 2011 de la couverture en test diagnostic du VIH chez les patients connus pour avoir une tuberculose. Et vous voyez que dans bien des régions encore, la couverture en termes d'accessibilité du diagnostic du VIH est encore insuffisante. À mettre en parallèle avec ça, c'est-à-dire que les patients connus pour avoir la co-infection qui ont accès au traitement antirétroviral, indépendamment de la question de quel traitement, quel délai d'introduction, la couverture est encore insuffisante. Donc, vraiment, certes, la question thérapeutique est une question vraiment importante. La question de la tuberculose multirésistante est une question importante. À vrai dire, les fondamentaux, c'est aussi revenir au dépistage systématique du VIH chez tous les patients tuberculeux et à l'accessibilité des traitements antirétroviraux chez les patients co-infectés. Je vous remercie.